Fresh Morning. La Fresh Morning. Avec Jean-Paul sur les 104.5. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la Fresh. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi sur l'actualité internationale? On va revenir sur la disparition de l'ancien président égyptien, Hosni Moubarak, qui est décédé hier dans un hôpital militaire du Caire. Pour ceux qui ne le savent pas, Hosni Moubarak est celui qui avait dirigé l'Égypte d'une main de fer de 1981 à 2011 et il aurait été chassé à la suite des soulèvements populaires de la place Tahrir, soulèvement populaire entre janvier et février 2011 qui avait fait plus de 850 morts selon les estimations officielles. Donc c'est à la suite de ce soulèvement populaire-là qu'il avait été abandonné par l'aile de l'armée, puis mis aux arrêts, et c'est à la suite de cela qu'il avait été condamné en 2015 à la prison à vie. Avant finalement d'être, gracié par le président Fattah al-Sisi, et depuis lors donc il était d'abord reclus dans sa résidence à Sharm el-Sheikh, c'est sur le bord de la mer Rouge, mais depuis quelques mois déjà, à la suite déjà de son séjour à la prison, son état de santé s'était considérablement dégradé, et c'est malheureusement au sortir de son séjour carcéral là que on a dû constater que, évidemment, ses jours étaient évidemment en danger. Et il est donc décédé hier. Alors, pour ceux qui ne le savent pas non plus, il faut savoir que Hosni Moubarak, c'est quelqu'un qui est d'abord, il est originaire de la région du Delta du Nil, dans une famille bourgeoise dans la banlieue du Caire. Comme ses deux prédécesseurs, c'est-à-dire Anwar el-Sadat et Gamal Abdel Nasser, il aura fait toute sa carrière dans l'armée, pilote de chasse de formation. Il aura gravi les échelons à pas de géant et se fera connaître du grand public, notamment pour son rôle en tant que chef d'état-major de l'armée de l'air lors de la bataille du Kippour en 1973, qui avait permis justement aux Égyptiens de récupérer le canal de Suez. Et donc c'est à partir de là que il va embrasser une carrière politique. Il va être ministre de la Défense de l'Égypte, et c'est au sortir de là que rapidement à la fin des années 70, il sera coopté comme premier ministre de Anwar el-Sadat et numéro 2 du régime jusqu'à la disparition de celui-ci en 1981 à la suite d'un assassinat. Alors, durant donc les 30 années de sa période, on peut dire qu'il y a deux Hosni Moubarak. Il y a celui qui déjà va, sur le plan intérieur, va mettre en place un système de renseignement et une chape de plomb policière sur le peuple égyptien, et qui va mettre en place un parti politique et un système, si tu veux, parlementaire et autres, qui lui sera totalement dévoué. Et c'est grâce à ce système policier d'une part et cette espèce d'appareil politique d'autre part à travers le parti qui vont lui permettre de se maintenir. Donc véritablement, il n'aura pas... Bien que lorsqu'il avait pris le pouvoir en 81, à la suite de la disparition de Sadat, c'était quelqu'un qui n'avait pas, en dehors de ses faits d'armes en tant que militaire, il n'avait pas, en tant qu'homme politique, véritablement déjà fait ses preuves aux yeux des Égyptiens. Mais pour une grande partie des spécialistes de l'Égypte, c'était l'homme de la situation, puisqu'il avait à la fois la confiance de l'armée et il avait la confiance de l'opinion publique. Et donc, malheureusement, pour l'opinion publique, il va non pas véritablement conduire l'Égypte vers plus de démocratie, vers plus de liberté, vers plus de lutte contre le fondamentalisme religieux. Il va plutôt, évidemment, en combattant les frères musulmans, il va mettre une chape de plomb, et c'est ce qui lui vaudra justement un espèce de soutien de la part des Occidentaux. Il va être aussi, comme son prédécesseur Anwar el-Sadat, celui qui va défendre coûte que coûte les accords de paix de 1979, accords de paix entre l'Égypte et Israël. Il faut savoir que l'Égypte est le seul et unique pays arabe jusqu'à présent à avoir signé un accord de paix avec Israël, et donc de reconnaître, si vous voulez, l'existence d'Israël. Les autres États arabes ne l'ont pas fait, pour la simple et bonne raison que la plupart des opinions publiques sont farouchement opposées à une quelconque
reconnaissance déjà de la part de l'État d'Israël ou une quelconque alliance avec celle-ci. Et donc Sadat avait, lui, estimé que dans la région du Moyen-Orient, la paix ne serait possible qu'en discutant avec l'ennemi. Et c'est donc dans cet esprit-là qu'il avait entrepris en 1979 de faire un voyage historique. Il était le premier dirigeant arabe à atterrir à Israël, à arriver à Tel Aviv et à tenir un discours devant la Knesset qui avait été retransmis notamment dans la télévision égyptienne. Et on sait que c'est à partir de là que une branche des frères musulmans va organiser justement l'attentat qui va conduire à sa perte. Et donc, Hosni Moubarak, lui, il est dans la même vision d'esprit que son prédécesseur. Et donc, lui, il va maintenir cette paix, il va maintenir cette relation-là avec Israël, même si elle va être beaucoup moins visible que comme son prédécesseur, dans le sens où Hosni Moubarak n'ira jamais en Israël, ne tiendra jamais des discours devant la Knesset, ou bien qu'un dirigeant israélien ne se rendra jamais en Égypte. Mais au moins, il va maintenir cette forme de reconnaissance-là, et c'est ce qui va lui permettre de jouer un rôle de médiateur en 1992, lors des accords de paix d'Oslo, entre, d'une part, Yitzhak Rabin, qui était le premier ministre israélien, et Yasser Arafat, qui était le représentant de l'autorité palestinienne. Et donc, on sait que Hosni Moubarak a joué un rôle de médiateur extrêmement important, comme Bill Clinton, mais évidemment, avec ce qui va se passer par la suite, on le sait, la dégradation des relations entre Israël et l'autorité palestinienne, notamment après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, puis l'arrivée d'une frange ultra-orthodoxe, ultra-conservatrice à la tête d'Israël, avec Ariel Sharon. Tout ça va faire que, évidemment, cet accord de paix va voler en éclats, et cet accord de paix n'est plus que l'ombre de lui-même, notamment depuis le retour de Benjamin Netanyahu à la tête du gouvernement égyptien, et pire encore, israélien, et pire encore avec l'arrivée de Donald Trump, qui, dans son accord de paix qu'il avait dévoilé il y a 2 mois, faisait la part belle à Israël. Donc, évidemment, tout ça lui a permis d'avoir, certes, une forme de soutien et une reconnaissance de la part des autorités occidentales, de maintenir cette alliance-là avec Israël, mais sur le plan intérieur, cela ne va faire que renforcer l'espèce d'animosité que la société égyptienne, dont la frange la plus fondamentaliste, honnie particulièrement l'État d'Israël. Et donc, c'est ça qui va lui valoir les foudres. La foudre est Enfin, c'est pas ce qui est à l'origine de sa chute en 2011, mais disons que le fondamentalisme qui était particulièrement remonté dans la société égyptienne va trouver son épilogue, notamment en 2013, avec l'élection des frères musulmans. Et 2 ans auparavant, après sa chute, celui-là va être contraint, après avoir été lâché par l'armée, de quitter le pouvoir. Donc c'est un homme qui aura cette double facette-là, d'être un homme particulièrement apprécié à l'étranger, apprécié des Occidentaux, apprécié aussi dans le monde arabe, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'il avait de très bonnes relations avec les monarchies du Golfe Persique, ou de la péninsule arabique, Et donc tout ça va faire qu'à l'étranger, il aura l'image de quelqu'un d'extrêmement affable, quelqu'un avec qui on peut discuter, quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, mais à l'intérieur, évidemment, c'est un régime extrêmement autoritaire, extrêmement parfois tortionnaire, qui impose cette espèce de chape de plomb là sur la population égyptienne en restreignant les libertés, notamment à travers l'état d'urgence qu'il avait mis en place et qui demeure même en vigueur jusqu'à présent. Donc c'est une personnalité, c'est une figure de l'Égypte, de l'histoire de l'Égypte contemporaine qui disparaît, et avec lui aussi une page, notamment, enfin pas une page de la présence de l'armée dans la vie politique égyptienne, puisque le président actuel est lui aussi issu du sérail de l'armée, le président Ahmed Fattah al-Sisi, mais disons que c'est une génération qui disparaît avec le président Hosni Moubarak. Merci Jean-Paul, qui revenait donc sur le décès de Hosni Moubarak, le président égyptien. Et puis aussi dire que
dimanche, il y a eu le décès de Catherine Johnson. J'avais parlé d'elle ici jeudi dernier. Tout à fait. L'ingénieure mathématicienne qui avait travaillé travaillé sur les calculs qui avaient permis de mettre sur orbite John Glenn, le premier Américain allé dans l'espace, et qui aura permis notamment à Neil Armstrong, à travers la mission Apollo 11, d'atterrir sur la Lune. Merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal upload de la capitale sur la radio, l'upload de la capitale. Urban FM. Da Fresh Morning.